BFM Business, BFM Crypto, le club. Amaury de Tonquédec. Bonjour à tous et bienvenue dans le club BFM Crypto. Cette semaine, c'est la Paris Blockchain Week. Les plus grands acteurs de l'industrie crypto sont à Paris pour l'occasion. Émission exceptionnelle aujourd'hui. J'ai le plaisir de recevoir l'un d'entre eux, Eric Andiani. Bonjour Eric. Bonjour. Vous êtes le président et le CEO de Crypto.com, une des plus grandes plateformes d'échange de crypto-monnaies au monde. J'ai le plaisir également d'être accompagné par Grégory Raymond. Bonjour Grégory. Bonjour. Cofondateur et directeur de la recherche de The Big Whale. Eric, le premier marché de Crypto.com, c'est l'Amérique du Nord. Le deuxième, c'est celui de l'Europe. Et ensuite, on a l'Asie. Fin 2022, vous avez décidé de poser vos valises ici, à Paris, et d'en faire votre siège européen. Bon, il se trouve que Paris, c'est pas la seule capitale en Europe. Pourquoi ce choix de venir ici, à Paris ? Au-delà d'un choix patriotique, je dirais, il y a deux raisons principales qui nous ont fait choisir la France pour le siège social en Europe continentale. Le premier, très important pour une entreprise, c'est d'avoir un cadre réglementaire qui soit clair et adapté aux crypto-monnaies. Ce n'est pas le cas dans tous les pays, et la France a été un des premiers, avec l'enregistrement d'ASP, à mettre en place un régime clair et adapté aux cryptos. Ça, c'est vraiment un critère très important pour pouvoir rentrer. Le premier critère, ça a été du coup un critère juridique. C'est pour ça que vous êtes venu en France. Et réglementaire, c'est le premier. Le deuxième, qui est plus difficile à avoir, c'est une volonté politique au niveau du gouvernement français, de l'État français, d'investir sur le secteur du Web3, de créer un écosystème, des startups, d'avoir des équipes comme Business France pour nous aider à rentrer sur le marché, et avec Vivatech, la French Tech à l'étranger, de supporter les entreprises et le secteur. Cette volonté de créer une opportunité économique, de créer des emplois sur le secteur Web3, c'est assez rare et on l'a trouvé en France, et c'est un des critères importants qu'on a pris en considération pour choisir le siège social. Justement, quand vous avez annoncé ça fin 2022, Grégory, vous vous étiez parlé et vous aviez fait une interview d'Eric sur The Big Whale. Effectivement, sur The Big Whale, et vous aviez fait un certain nombre d'annonces, Eric. Grégory, est-ce que vous avez une réaction à faire par rapport aux annonces qui ont été faites à l'époque pour savoir un peu où on en est ? Eric, vous aviez annoncé un investissement de 150 millions d'euros ou de dollars, en tout cas sur 4 ans. Là, ça fait 1 an et demi. Est-ce qu'on peut faire un petit bilan de cette poche d'investissement ? Est-ce qu'elle a déjà été allouée, par exemple ? Bien sûr. Tout à fait. Et l'investissement qu'on souhaitait faire en France venait de différentes manières. Un, c'est investir dans l'écosystème français. Donc on a commencé déjà à investir dans des startups françaises. Certaines sont déjà grandes, comme Ledger, dans laquelle on a investi. D'autres sont en croissance, comme Kild, qui est une société de staking. Et donc on commence à déployer un certain nombre de ces fonds pour l'investissement, pour supporter, soutenir l'écosystème français. Le deuxième, c'est vraiment pour investir dans les clients et en termes de récompenses et en termes de bénéfices pour nos clients français. On a démarré, on va dire, il y a quelques mois. Pendant le bear market, le cycle baissier, c'était plus difficile de le faire. Maintenant, on pourra peut-être en parler, Amaury, on est sur un cycle haussier. Et donc, on avait promis à nos consommateurs, et notamment les consommateurs français, de revenir avec des bénéfices. Et c'est ce qu'on a fait sur la carte, sur nos produits de trading. Et donc, on investit à ce niveau-là sur nos consommateurs. Et justement, quels sont les avantages qu'il y a pour les Français, en plus des utilisateurs d'autres parties du monde ? Alors ça dépend. Tout d'abord, on investit sur la partie de localisation pour que nos produits correspondent aux besoins des consommateurs français. On a aussi une personnalisation, que ce soit sur la langue ou les services qu'on offre. Et puis, il est vrai que sur nos produits de carte, par exemple, c'est toute l'Europe qui bénéficie, la France en particulier. Eric, vous avez dit que le premier choix qui a motivé votre implantation en fait, de siège européen à Paris, c'était la réglementation, la régulation. On a Market in Crypto Asset, MiCA, qui arrive d'ici la fin de l'année. Pour vous, l'Europe, et là du coup en particulier la France, est-ce que c'est la région du monde qui a le cadre juridique le plus clair, le plus avancé en ce qui concerne le Web3 ? En tout cas, il est clair. Et MiCA, je pense, est un gros progrès pour les acteurs, au moins européens, si ce n'est globaux. À l'heure actuelle, si on souhaite opérer de manière réglementée en Europe, il faut aller pays par pays, et chaque pays a ses propres nuances sur le KYC, sur la lutte contre le blanchiment d'argent. Chacun a ses paramètres différents et ça demande beaucoup d'investissement. Avec MiCA, on peut travailler à travers l'Europe avec une base commune et une base qui est relativement claire. Ça, c'est un très gros progrès.
ce qui est intéressant de voir, c'est que le régime français, en fait, est assez proche du régime MiCA. Donc, si on a déjà investi en France, on a des chances plus facilement de monter en régime MiCA dans les mois qui viennent. Et donc, avoir fait ça en amont, c'est une bonne chose. Et aux États-Unis, qui est l'Amérique du Nord en particulier, qui est votre premier marché, quelle différence concrète il y a entre ce marché-là et celui français? Déjà peut-être au niveau de la régulation qui est moins avancée, et puis aussi au niveau du comportement des investisseurs. Est-ce qu'on a le même comportement investisseur en Amérique du Nord et en Europe? Alors, aux États-Unis, il n'y a pas encore de régulation spécifique adaptée aux cryptos. Et donc, pour travailler et offrir des services dans ces pays-là, il faut utiliser les régimes et le règlement traditionnel, la finance traditionnelle. Donc, tout ce qui est MTL, c'est ce qui est utilisé, Money Transmitter License, pour faire du paiement et du mouvement de valeur. C'est ce qui est utilisé aux États-Unis. Et pour la partie dérivée, nous travaillons depuis plus de 2 ans avec la CFTC, qui est la Commodities Exchange Regulator, qui nous permet d'offrir des dérivés. On est les premiers à l'avoir fait aux États-Unis avec ce régulateur. Donc, c'est des frameworks, c'est des cadres réglementaires traditionnels qu'on doit utiliser aux États-Unis. Il n'y a pas de règlement spécifique pour les cryptos à l'heure actuelle. En parlant de régulation, Grégory, vous avez une question à poser, en particulier sur l'USDT. Oui, exactement. L'USDT, donc, qui est le stablecoin de Tether, le stablecoin dollar de Tether. On sait qu'ils ne vont pas se faire réguler en Europe et certaines plateformes d'échange disponibles en Europe ont annoncé qu'ils allaient délister les paires de trading avec l'USDT. Est-ce que vous allez faire pareil avec Crypto.com en Europe ? Le sujet des monnaies stables, stablecoins, et dans le cas de MiCA, est un sujet important. Et effectivement, il y a une date butoir qui arrive en juin. Nous regardons l'évolution de la réglementation à ce sujet-là. Nous n'avons pas pris de décision à l'heure actuelle. Je pense qu'il y aura un certain nombre de monnaies stables qui seront en lien dans le cadre de ces nouvelles réglementations. Nous regardons aussi s'il y aura aussi des délais d'implémentation qui seront offerts à d'autres monnaies stables. C'est-à-dire qu'il y aura un peu plus de temps pour qu'elles soient mises en conformité. Donc pas de décision à l'heure actuelle, mais nous regardons ce sujet de manière très proche, puisque les monnaies stables sont un élément extrêmement important de l'écosystème pour rester dans le Web3 et revenir sur des monnaies fiat rapidement entre des assets comme le Bitcoin et autres. Et pour donner un peu de contexte aux téléspectateurs et aux gens qui nous écoutent à la radio, à partir du 30 juin, tous les émetteurs de stablecoin en Europe vont devoir avoir une licence d'établissement de monnaie électronique. Pour l'instant, personne ne l'a. C'est assez compliqué pour à peu près tous les projets, donc on espère quand même que ça va évoluer très vite. Pour l'instant, les stablecoins sont menacés en Europe, Grégory ? En fait, si on suit la loi, à partir du 1er juillet, à date, il n'y a aucun projet de stablecoin qui serait autorisé en Europe. Mais il risque certainement d'y avoir un peu d'adaptation. Bon, et ben on espère que ça va changer d'ici là. Eric, après la régulation, ce qui vous a motivé à venir à Paris, en France, c'est une volonté politique du gouvernement, ce que vous nous avez dit. Est-ce que vous pouvez préciser un peu votre pensée ? En quoi vous avez senti qu'en France, il y avait plus de volonté politique qu'ailleurs de développer cet écosystème ici à Paris ? Oui, de manière générale, je travaille et je voyage dans le monde et je rencontre beaucoup de gouvernements et de régulateurs. Et lorsque j'ai eu ces engagements en France, j'ai vu un intérêt pour développer le secteur, clairement. Donc, montrer les avantages, que ce soit fiscaux, que ce soit les conditions de travail, que ce soit le support pour employer des travailleurs français. Tout est mis en place, que ce soit à Bercy, que ce soit au niveau des équipes de la présidence ou de Matignon, pour supporter les entreprises et les faire venir pour développer un écosystème. On est venu vous chercher, ou alors c'est vous qui êtes allé discuter avec... On est assez proactif, mais on a eu une très bonne réception. Et je pense qu'on n'est pas le seul. Et c'est pour ça que d'autres grands acteurs du secteur ont choisi la France pour développer leur siège social. Et on peut citer par exemple Binance, donc OKX, auquel on faisait référence juste avant. Il y a Circle aussi. Donc ça fait du monde. Oui, effectivement. Et est-ce que vous pensez quelque part que le fait qu'il y ait eu le Brexit, ça a servi indirectement Paris, vu que ça exclut, on va dire, Londres de l'Union européenne ? Clairement. Je pense de manière générale sur tous les services financiers. L'Allemagne et la France ont été les bénéficiaires du Brexit, et je pense que la France a bénéficié plus et a de manière active recruter et s'assurer que les entreprises qui étaient basées au UK aient leur centre en France. Donc c'était une belle opportunité pour la France. Donc ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que s'il n'y avait pas eu le Brexit, vous auriez peut-être été à Londres au lieu d'être ici à Paris. Ça aurait pu être le cas. Nous avons des équipes en Angleterre, mais je pense que
en France, l'appui du gouvernement et la façon dont les équipes ont approché la réglementation, qui est unique. Je suis depuis 2019, je pense que... C'est la loi Pacte, c'est 2019. 2019. Quand un régulateur commence tôt à réfléchir sur le sujet des cryptos, qui est un sujet relativement complexe, l'éducation est faite. Et donc, quand la régulation doit évoluer, quand on a du dialogue, il est toujours plus constructif, puisqu'on a des personnes qui ont travaillé plusieurs années sur le sujet. Donc, c'est assez rare dans le monde. Il y a la France, il y a Singapour, qui est là où notre siège social mondial est situé, qui ont démarré très tôt sur ces sujets crypto, et donc une bonne compréhension des sujets, et qui engagent et qui discutent avec l'industrie pour faire évoluer ces règlements. Et ça, c'est assez rare. Grégory, vous voulez réagir ? Oui, pour parler un peu du cas britannique, quelques secondes, il faut savoir que la FCA, donc le régulateur financier britannique, est quand même pas très souple avec les sociétés crypto plus globalement, et l'AMF s'est quand même montrée beaucoup plus ouverte, ce qui explique que beaucoup d'acteurs sont plutôt venus en France et pas forcément au Royaume-Uni. Et on s'inquiétait dans cette émission il y a quelques jours du délai de traitement par l'AMF de certains dossiers. Est-ce que pour vous, dans les échéances, dans les discussions que vous avez avec eux, est-ce que ça arrive à temps ? Est-ce que vous êtes confiant par rapport aux échéances à venir ? Bon, là, on parlait des stablecoins il y a quelques instants, mais aussi avec MiCA qui arrive à la fin de l'année, notamment avec ces histoires d'agrément, d'enregistrement PSAN. Comment est-ce que vous voyez les choses ? Déjà, je pense que c'est un bon signe s'il y a beaucoup de demandes. Et donc, effectivement, ça occupe les équipes de l'AMF. C'est-à-dire qu'il y a un intérêt pour la France et pour se faire réguler en France. De manière générale, chaque régulateur prend des temps différents et a des pratiques différentes et on les respecte. On a eu de bons engagements, on a bien progressé avec l'AMF, on continue ces engagements. À chaque fois que je viens en France, je passe du temps et je vois le régulateur, un certain nombre de participants de l'écosystème. C'est toujours positif, on avance sur les sujets, on essaie de comprendre quels sont les objectifs que l'AMF souhaite accomplir et comment on peut y répondre au mieux. Vous êtes aussi présent en Asie, vous avez une nouvelle en début de semaine du côté de Dubaï. Grégory ? Oui, effectivement, c'est tombé hier. Je pense que Eric en parlera mieux que moi, mais Crypto.com a obtenu sa licence globale à Dubaï, donc l'équivalent du PSAN, mais à Dubaï. Moi, j'aimerais connaître votre stratégie là-bas, parce qu'il y a de plus en plus de géants de la crypto qui s'y installent. Qu'est-ce qui est si intéressant là-bas ? La façon dont on approche les marchés, de manière générale, on souhaite d'abord mettre la fondation de conformité et de sécurité. Et donc, aux Émirats Arabes Unis, il n'y avait pas encore de régulation. Et il y a un an, après beaucoup de consultations avec les acteurs du secteur, VARA, qui est le régulateur à Dubaï, a mis en place un cadre réglementaire. Et donc, la première action pour nous, c'est d'aller pour la licence et être en conformité. C'est toujours la première étape et on s'engage. Quand c'est fait, et aujourd'hui on est content d'être le premier opérateur à être opérationnel avec la licence. Avoir la licence, c'est une chose, mais être autorisé à l'utiliser, c'est en général des étapes supplémentaires. Maintenant, on peut développer notre offre. On démarre avec la partie institutionnelle et notre offre d'échange, et on apportera notre offre retail dans les mois qui viennent. Maintenant, c'est la période de croissance et d'investissement. Qu'est-ce qu'on peut dire de l'appétit des investisseurs pour les cryptos dans cette zone ? On est face à une population qui est très intéressée par les cryptos, en particulier les stablecoins et les cryptos, on va dire, de grande market cap, comme le Bitcoin et l'Ethereum. C'est plutôt ce type d'outils et d'investissements qui sont faits dans la région. En parlant justement de cette partie du monde-là, l'Asie, c'est votre troisième marché. Et il est possible qu'on ait, dans les semaines qui viennent, des ETF Bitcoin Spot qui soient acceptés du côté de Hong Kong. Comment est-ce que vous voyez les choses ? Est-ce que pour vous, vous le voyez un peu comme une menace, c'est-à-dire que vous feriez potentiellement désintermédier par des acteurs traditionnels de la finance, ou alors vous le voyez comme une opportunité qui pourrait encore plus développer ce marché dans cette région du monde ? Je pense qu'une des grandes raisons qui ont poussé à ce nouveau cycle haussier est le fait que le Bitcoin ETF, l'indice aux États-Unis, a été D'ailleurs, est-ce que ça a changé quelque chose pour vous sur le marché américain ? L'approbation des 11 ETF Bitcoin Spot en janvier dernier, donc ça fait un peu plus de 3 mois. Est-ce que ça a changé quelque chose pour vous ? Il y a deux aspects. Le premier, c'est bien sûr les nouveaux flux qui arrivent de tous ces clients qui investissent dans l'ETF Bitcoin. Si on regarde les ETF, le lancement d'ETF à travers l'histoire, c'est le lancement d'ETF qui est le plus réussi dans le monde à travers tous les classes d'actifs. Donc c'est vraiment un succès phénoménal. Si on regarde en chiffres, il y a plus de 12 milliards de dollars d'influx directement dans l'ETF.
Et donc ça arrive sur le marché, ça impacte la demande et donc ça impacte les prix et ça permet de rentrer sur un nouveau cycle haussier qui nous apporte des utilisateurs, du volume, de la réactivation aussi de notre base client. Donc indirectement, pour vous, c'est quelque chose de positif. Indirectement. Et directement, on travaille avec un certain nombre d'acteurs, d'asset managers aux US et dans d'autres pays pour les supporter sur la liquidité lorsqu'ils doivent investir les bitcoins sur le marché que leurs clients ont pris à travers l'ETF. Donc ça aussi, c'est une partie directe qu'on est en train de capturer également. Et ces prochains ETF qui seront peut-être acceptés dans les jours et semaines qui viennent du côté de Hong Kong, est-ce que ça va continuer à aller dans ce sens-là? Vous voyez ça comme quelque chose de positif? C'est une bonne chose. Je pense qu'aussi en Angleterre, ça arrivera. Au Canada, il y avait déjà des ETF. C'est vrai que le marché américain en taille est considérable et donc on peut voir l'impact direct sur le marché. Mais de manière générale, ça apporte une exposition sur les cryptos à un plus grand nombre, à un public plus large. Bien sûr, c'est toujours mieux d'aller à la source, au sous-jacent. Donc on recommande aux clients d'aller acheter du Bitcoin directement, de pouvoir avoir le contrôle sur le Bitcoin directement et d'avoir des frais beaucoup plus légers et pouvoir rebalancer sur d'autres monnaies. Et donc ça, c'est plus simple à le faire chez Crypto.com ou d'autres partenaires. Grégory. Oui, j'avais une question, étant donné que chez Crypto.com, vous avez quand même une connaissance assez fine des marchés asiatiques. Cet ETF Bitcoin Spot à Hong Kong, est-ce que la population chinoise continentale pourrait y avoir accès ou pas ? C'est une bonne question. Je n'ai pas la réponse aujourd'hui. De manière générale, certains produits qui sont régulés, qui sont des securities, peuvent être accédés par le marché mainland China, continental. Pour le cas de l'ETF, c'est une bonne question. C'est vrai que ça, en termes de flux, ça ferait une différence. Ouais, potentiellement, ça serait énorme parce que ça voudrait dire que tous les Chinois pourraient investir dans cet ETF-là. Donc, ça pourrait faire arriver beaucoup de liquidités. Et la position de la Chine, d'ailleurs, à ce sujet est un petit peu ambiguë, Eric, parce que la Chine n'est pas vraiment pro-Bitcoin, on peut le dire, mais via Hong Kong indirectement, il y a peut-être ces ETF qui vont être acceptés. Et les entreprises qui ont fait les demandes pour ces ETF-là, c'est 2 entreprises chinoises. Qu'est-ce que ça vous dit sur ce marché-là ? Je pense que Hong Kong est un territoire d'expérimentation pour la Chine et sur la partie Web3, les 6-9 derniers mois, on a vu un énorme effort du gouvernement hongkongais pour attirer de nouveaux acteurs. Ils ont mis en place une nouvelle réglementation également. Nous avons fait une application pour une licence qui est en cours. Je pense que c'est un marché important qui va se développer et on voit les efforts qui sont faits à Hong Kong. Je pense que c'est une zone d'expérimentation pour la Chine. Grégory, peut-être un mot plus directement de Crypto.com par rapport à son token, le CRO. Oui, j'avais des questions par rapport au CRO. Alors, on va pas passer notre temps à parler de la concurrence, mais sur Binance, le BNB a plein de fonctionnalités. Il est plutôt reconnu pour ça. Le CRO sert surtout en fait à prendre son abonnement, à choisir sa carte, à payer les frais d'abonnement de la carte bancaire Crypto.com. Est-ce que vous prévoyez d'ajouter d'autres features, d'autres caractéristiques à ce token ? Quand on parle de Chronos, c'est de la blockchain décentralisée qui le supporte. C'est une équipe complètement séparée. Donc, ils ont leur fondation et leurs objectifs, c'est vraiment de développer une plateforme décentralisée où des développeurs peuvent construire des applications, DeFi, GameFi, pour vraiment construire l'environnement Web3. Au niveau de Crypto.com, on est là vraiment pour supporter l'infrastructure. On fait du R&D, on investit sur la partie code, consensus, pour s'assurer que le protocole fonctionne et on essaye de supporter l'infrastructure. C'est vraiment notre objectif. On le fait pour Chronos, mais aussi l'espace Cosmos. On a des contributions pour Ethereum et pour Bitcoin. De manière générale, on est protocole agnostique et on essaye de supporter les technologies qui vont aider l'espace Web3 à grandir. Chronos en est une parmi d'autres. Mais votre vision long terme pour Chronos, pour cette blockchain, c'est quoi ? Parce qu'il y en a déjà beaucoup, en fait. À quoi elle sert en plus des autres ? C'est une question qu'on devrait demander au managing director de Chronos, Ken, qui est basé ici en France. Je pense qu'ils sont là pour créer une vraie plateforme qui est pro pour les développeurs, un espace qui permet aussi de monter en croissance. Nous supportons beaucoup de projets qui sont sur Chronos, mais aussi sur d'autres protocoles, d'essayer de les aider à avoir un product market fit et grandir. C'est un peu l'objectif. Je pense que si on regarde Chronos en particulier, sur l'espace Cosmos, c'est le leader, EVM. Donc je pense qu'il y a une utilité, il y a des projets qui se développent. C'est une bonne question à leur poser pour le long terme. Eric, vous le disiez tout à l'heure, il y a un marché haussier qui arrive, quand bien même on ne serait pas déjà dedans.
je ne vais pas vous demander votre prévision du prix du Bitcoin pour le prochain cycle, mais dans chaque cycle, il y a des narratifs qui émergent et qui portent un cycle. Pour vous, est-ce qu'aujourd'hui, vous avez identifié des narratifs qui pourraient, selon vous, être porteuses, qui pourraient porter le cycle haussier qui a lieu ou qui va arriver ? Les cycles se répètent, mais sont légèrement différents. Si on regarde ce cycle haussier, à l'heure actuelle, le premier facteur, c'est vraiment les flux sur le Bitcoin ETF. Des flux qui sont constants et qui vont grandir. On n'avait pas ce type de flux vraiment réel dans le cycle précédent, et c'est un appui très fort sur la demande, sur Bitcoin, mais qui se transmet sur les autres classes d'actifs. Pas trop encore, hein. Pas directement. Et ce qui est intéressant, c'est que puisqu'il y a une attente que le prix du Bitcoin va monter, les acteurs du monde crypto gardent en partie et ne vendent pas leur Bitcoin. Mais une partie est revendue et une partie revient sur d'autres assets, mais pas autant que les cycles précédents. C'est une vraie différence. Alors c'est intéressant ça, parce qu'effectivement, il y a pas mal de gens qui disent que la liquidité risque d'être bloquée, entre guillemets, c'est pas forcément une mauvaise chose, dans les ETF Bitcoin Spot, et que ça ne ruissellera pas vers le reste du marché. Ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que finalement, le meilleur attaché de presse du Bitcoin, ce serait pas la montée de son prix pour le grand public, et qui après, par peur d'avoir manqué le train, viendrait sur les autres actifs que sont les altcoins. Je pense qu'il y aura des deux. Un facteur important qu'on attend, c'est bien sûr la baisse des taux d'intérêt aux États-Unis. Ça concerne le marché action, mais toutes les classes alternatives. Les marchés financiers. Voilà. Et je crois que les taux d'inflation sont sortis aujourd'hui à 3,5, un peu haut. Donc ça va prendre encore un petit peu de temps avant de baisser. Mais ça va apporter des nouveaux flots, autres que l'ETF Bitcoin, je pense, sur le marché. Et puis après, c'est au protocole d'innover, d'apporter, que ce soit en termes de scalability ou d'applications utiles pour les utilisateurs, pour attirer des nouveaux clients. Et on voit beaucoup de choses sur la partie intelligence artificielle qui sont en train de se faire, des crossovers avec le Web3, sur la partie également d'infrastructures décentralisées. Il y a beaucoup de sujets en termes de scalability avec les L2, ZK. Donc, tous ces sujets, je pense, vont alimenter ce nouveau cycle. Il y a aussi effectivement des choses qui se passent du côté ce qu'on appelle des RWA, les Real World Assets. On voit que BlackRock, en plus d'avoir un ETF Bitcoin Spot, arrive dans cette narrative-là en ayant lancé un fonds tokenisé récemment. Comment vous voyez, vous qui êtes un pur player crypto, comment vous voyez cette arrivée des acteurs traditionnels de la finance dans ce secteur ? J'ai une conviction très forte qu'il va y avoir une convergence entre la finance traditionnelle et la finance digitale liée aux crypto-monnaies. Et ça fait quelque temps qu'on investit sur le sujet. Dans le futur, tous les instruments financiers seront tokenisés. Ça peut être certains... Là, vous parlez comme Larry Fink. Ah, peut-être. C'est la réalité. Et c'est là où on voit le pouvoir de la blockchain et de la technologie. Elle peut vraiment supporter le monde financier. Avec des acteurs traditionnels, les acteurs crypto. On est les premiers à avoir fait des produits qui ne sont pas purs crypto aux États-Unis, avec nos produits dérivés. Et on investit en termes d'infrastructure pour pouvoir distribuer, pas uniquement des cryptos, mais aussi des actions, d'autres types de produits qui seront, dans le futur, tous tokenisés. Donc vous êtes en train de vous diversifier. Vous aussi, vous faites un pas vers la finance traditionnelle. En tout cas, vous allez vers là où ils vont aussi. Grégory, le mot de la fin, il nous reste moins d'une minute. Oui, est-ce que en fait, vous pourriez prendre une licence compatible MiFID, en fait, devenir une bourse traditionnelle capable donc de proposer des securities, des titres financiers comme des actions ? Complètement. On voit alors notre cible à long terme, c'est d'avoir $1 trillion d'assets under management dans notre plateforme. La seule façon d'arriver à ça, c'est de se diversifier et de pouvoir distribuer ces assets qui seront tokenisés, que ce soit des actions, des bons et d'autres produits. Donc c'est vraiment la trajectoire sur laquelle on investit. Ça va prendre des années, mais c'est la trajectoire, je pense, du secteur de manière générale. Et donc on souhaite investir, supporter et être un acteur majeur à ce niveau-là. Donc en Europe, ça sera l'agrément PSAN d'abord et on verra après. C'est ça ? Tout à fait, tout à fait. Bon, de belles perspectives pour la suite. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Eric Anziani, je le rappelle, président et COO de Crypto.com. Merci Grégory Raymond d'avoir été avec nous également, cofondateur et directeur de la recherche de The Big Whale. Quant à nous, on se retrouve pas demain 15h puisque ce sera la parole à Christine Lagarde et à la BCE, mais vous retrouvez à 15h Guillaume Sommerer et les pros des cryptos vendredi à 15h. Salut, bonne soirée. BFM Business, BFM Crypto, le club. Dans 2 minutes, c'est l'ouverture à Wall Street, BFM Bourse avec Guillaume Sommerer et toute son équipe. Restez avec nous.